Bonjour à toutes les femmes, puisque c'est la journée des droits des femmes. Et je suis content pour toutes ces femmes qui finalement disent quelquefois on les oublie. Eh bien, la journée de la femme, ce n'est pas un seul jour, il me semble, c'est toute l'année. Et donc je vous souhaite une bonne émission avec nous, celles qui nous regardent et celles qui sont avec nous. Il n'y a que des femmes là aujourd'hui. J'ai dû me mettre une robe en fait. Pourquoi pas? La prochaine fois, l'année prochaine, je promets. Bon, alors, ça va commencer bien. Alors, tout à l'heure, très rapidement, on va recevoir Amélie Mbaye. C'est une réalisatrice qui présente un film à Bimao ce soir. On ne pouvait pas ne pas trouver un petit créneau pour lui donner 2-3 minutes pour parler de son film. Ensuite, Gilda Spino. Que je connais, mais qui ne me connaissait pas, mais enfin bon, on se connaît maintenant. Yasmine Ancelade sera aussi là. Florence Dorgil, elle me connaît, je la connais. Oui, elle a l'habitude de venir là. Yasmine Ancelade aussi, je la connais. Vanessa Rounel, je la connais aussi. Noam de Glace, un peu moins. Catherine Romuald, un peu plus. Et puis, bien sûr, Magali, que je connais bien. Bonjour, Magali. Bonjour. Ça va? Oui, très juste bien. Deux petits mots quand même avant qu'on prenne Madame Baye au téléphone. L'idée de ce truc qui est venu de toi, il faut le dire, ça venait de la femme, et on a pris quelque chose de particulier, tout le temps parlé de l'IVG, de la violence contre les femmes, etc., etc. On a voulu ouvrir un petit peu sur autre chose. Alors qu'ils sont des sujets tout aussi importants, l'IVG, oui, la violence contre les femmes, mais on en parle beaucoup, il y a autre chose. Mais aujourd'hui, j'ai envie de parler de femmes dans la tech. Oui, oui. Et ce qui a changé, ce qui peut évoluer, et qu'est-ce qu'on a à dire aux femmes aujourd'hui pour qu'elles puissent... je pense que la conclusion de ce débat sera de venir dans la tech, parce qu'on a besoin de femmes dans la tech. Absolument, absolument. Voilà. Est-ce qu'on a déjà Madame au téléphone? Non, pas encore. Alors, Iman, tu as le temps de dire les petites infos. Iman News va nous dire les deux petites infos du jour, très rapidement. Oui, bonjour à tous. Alors aujourd'hui, on va parler de la mise en place du congé menstruel pour les salariés de I Love Mobile. On aura l'occasion de revenir sur ce sujet. Et on parlera aussi de l'accueil du ministre cubain des Sports à la ville de Petit-Bourg. Voilà, deux petits sujets rapides. Voilà, toujours pas au téléphone, Madame Mbaye, non? Pas encore. Bon, ben là, ce premier sujet en attendant. Alors, le congé menstruel, c'est une période en fait durant laquelle certaines femmes souffrent de douleurs menstruelles. Et justement, une proposition de loi avait été soumise au Sénat qui a été écartée, malheureusement. Et certaines sociétés ont adopté cette loi bien avant d'avoir cette entérination de cette loi par le Sénat, notamment la société I Love Mobile en Guadeloupe qui propose donc cette mise en place de ce congé menstruel. On va voir un reportage ensemble. En fait, c'est vrai que l'endométriose, c'est une maladie dont on parle depuis peu de temps. Mais chez I Love Mobile, on a conscience que c'est une maladie qui touche beaucoup de femmes. Il y a plus de dizaines de millions de femmes qui sont touchées par ça en France. Et chez nous, chez I Love Mobile, on a beaucoup de femmes. Et on se rend compte qu'elles sont sur des fonctions souvent debout. Et travailler quand on a des douleurs de règles importantes, c'est jamais très facile. Donc c'est pour ça qu'on s'est dit qu'il fallait qu'on pense aux femmes chez nous et qu'on mette en place ce congé menstruel à partir de 12 jours par an. Pour l'instant, c'est pas encore ressorti parce que les salariés ne sont pas encore au courant. C'est une surprise qu'on leur fait, donc ils vont le découvrir là, au fur et à mesure que la presse va relayer l'information. Mais en tout cas, on pense que ce sera quelque chose qui sera bien accepté et qui permettra aussi de valoriser les femmes chez nous. C'est vraiment lié en fait aux pathologies liées à l'endomètre, inflammation de l'endométriose, et puis forcément les femmes aussi qui auront des règles douloureuses sous justificatif du médecin précisant d'une raison qui amène sur des règles incapacitantes, invalidantes. C'est tout le groupe, donc c'est Guadeloupe, Martinique, Guyane. En fait, le bien-être au travail, c'est quelque chose de très important pour nous, et si on le déploie sur les départements, on le fait sur les 2 autres départements également. Oui, notamment l'année dernière, on a été en partenariat avec une association qui s'appelle Liquide Chocolat, qui est une association pour l'endométriose. Donc on a déjà l'habitude de sensibiliser nos salariés à cette cause, et c'est vrai qu'en agissant, en mettant en place ce congé menstruel, on essaie de faire un grand pas, surtout quand on sait que le Sénat, lui, a rejeté cette mesure. Mais même au TTL, il y aura le congé mensuel. Tout à fait. Bon, alors je crois qu'on a Madame Mbaye au téléphone, oui.
Madame Mbaye, elle est réalisatrice, elle est sénégalaise, elle est de passage en Guadeloupe où elle fait le montage d'un film. Et ce soir, elle va présenter à Bimao son film Frontières. Amélie Mbaye, bonjour. Bonjour et merci de m'avoir au téléphone. Oui, merci de nous dire deux petits mots sur ce film qu'on verra ce soir à Bimao. Alors, ce sera ce soir à la place Childéric Trinqueur à partir de 20h. Et c'est un film qui relate donc toutes les tracasseries que 4 femmes qui représentent le Sénégal, la Côte d'Ivoire, le Burkina et le Nigeria vont donc vivre à partir du Sénégal jusqu'au Nigeria, à chaque frontière, avec la police, la douane, les vols, les viols. C'est le problème en fait de toutes les femmes commerçantes qui traversent ces frontières, qui traversent des pays, qui bravent les dangers pour subvenir à leurs besoins, pour aider leurs époux, pour subvenir aux familles, à leurs familles, pour soutenir leur famille. Je pense que donc c'est un sujet qui est vraiment bien choisi ce soir, parce que c'est un film écrit par une femme, interprété par des femmes, pour des femmes de toutes différentes nationalités, des pays, de ces pays membres de la CEDEAO que la réalisatrice a choisi exprès. Alors, ce film a été tourné au Sénégal? Il a été tourné au Sénégal, au Mali, au Burkina, au Bénin, en Côte d'Ivoire et au Nigeria. Et donc, chaque fois que le bus est passé par ces pays, il y a eu des tracasseries, des problèmes qui sont réels au niveau de chaque frontière. Et donc, on a tourné pendant 4 mois et c'est vraiment la réalité, quoi. C'est une fiction, mais en même temps, c'est tout ce qu'on a dit. Il nous est même arrivé, surtout à moi, de dire des textes qui n'étaient pas, qui étaient dans le scénario et que j'ai dit pour de vrai, parce que voilà, on me demandait par exemple mon passeport, alors qu'il fallait une carte d'identité. Donc en fait, c'est le non-respect des textes sur la libre circulation des personnes et des biens. Bien, alors juste un dernier petit mot et on vous lâche. Vous êtes venu ici pour monter un film. Tout est terminé ou pas encore? Alors j'étais venue ici, j'ai prolongé mon séjour, agréable séjour d'abord d'ailleurs, pour la post-production de mon court-métrage, parce que maintenant je passe à actrice à réalisatrice et productrice d'un court-métrage qui traite justement de la violence faite aux femmes, de la santé mentale. Je suis presque à la fin de la post-production avant de repartir à Paris, puis après Dakar. Merci Amélie, rendez-vous donc ce soir à 19h. À 19h30, 20h, à partir de donc à la baie Mao. Oui. Et donc pour tout le monde est invité, c'est public, ce sera à la place Childéric, c'est ça? Oui, Trinqueur à baie Mao. Exactement. Voilà. Commencez à connaître le pays. Voilà. Merci. Merci à vous. Je me tourne vers j'allais dire Amélie, Magali tout de suite, et on va lancer notre première thématique. Alors notre première thématique, c'est plutôt la thématique du débat d'aujourd'hui, femmes, tech, numérique, digital, ce qui a changé. Oui. Ou ce qui doit, j'aurais dû dire derrière, ce qui doit changer. Oui. Pas sûr que... Ah bon? Tout n'a pas encore changé. Mais on va entendre nos invités, nos différents plateaux, et je pense qu'à partir de là, je pense qu'elles seront assez... elles sont là d'ailleurs pour porter la voix des femmes, le droit des femmes, je parle bien le droit des femmes, dans ce domaine en tout cas. Non. On a deux premières invitées, Florence Dorsil qui est consultante en transformation digitale et la fondatrice de l'agence Tandem Office. En Guadeloupe, bien entendu. Oui. Et Gilda Speno, qui est enseignante en BTS SEO, système informatique aux organisations, et aussi chef de projet. Alors, Madame Speno, on va commencer par vous. Est-ce que vous pouvez présenter un petit peu la filière que vous enseignez dans les établissements scolaires? Oui, donc je suis enseignante en informatique en BTS SEO. SEO signifie service informatique aux organisations. Donc comme tout BTS, un BTS qui se prépare en 2 ans, où la première année, les étudiants ont déjà le choix de leur option. Donc 2 options possibles. Une première qui s'oriente plus vers tout ce qui est système et réseau. Donc c'est l'option SISR. SISR, c'est-à-dire système... solution, infrastructure et système et réseau. Et une option orientée davantage développement qui est solution logiciel et application métier. Donc voilà, nous travaillons avec une équipe mixte sur des solutions à donner aux entreprises d'un point de vue infrastructure et d'un point de vue applicatif.
très bien. Madame Dorsil, ou alors Florence, voilà, Florence, si tu permets, est-ce que tu peux nous présenter rapidement ta société, ton domaine d'activité, puisque ça peut ne pas parler à tout le monde, transformation digitale des entreprises? Alors, depuis 5 ans, je suis la dirigeante d'une société que j'ai créée qui s'appelle Tandem Office. Et cette entreprise accompagne les entreprises justement dans la transformation digitale. Alors, qu'est-ce que la transformation digitale? C'est le fait d'aider des entreprises à mettre en place dans leur organisation des outils, des solutions, des logiciels, des process d'automatisation et surtout de leur permettre de digitaliser toute la partie papier, on va dire, qui commence à disparaître de plus en plus. Alors, comment justement les femmes peuvent-elles contribuer à améliorer cette transformation digitale ou même pousser à être dans le numérique et à participer à cela? Eh bien, en fait, par rapport à toutes les réformes qui sont mises en place et justement qui conduisent, qui poussent les entreprises à digitaliser, le gouvernement même met en place des réformes, notamment avec la facturation électronique. Les entreprises sont obligées petit à petit, donc on va dire qu'avant Covid, c'était plus de l'initiative des entreprises, une démarche interne, et maintenant ça devient de plus en plus une obligation. Donc il y a énormément d'entreprises sur le territoire, que ce soit en Guadeloupe, que ce soit dans l'État français, et ça crée de plus en plus d'emplois. Il y a de plus en plus d'opportunités qui se créent dans ce secteur, dans le secteur du digital, dans le secteur de l'accompagnement de ces entreprises, parce qu'il y a énormément d'entreprises. Donc quand on parle d'entreprises, on parle évidemment des gros, mais il y a également beaucoup de petites associations de TPE, de PME qui ont besoin d'accompagnement. Et l'idée, c'est d'aller dans ces filières justement qui sont porteuses sur les prochaines années et qui vont permettre à chacun de trouver sa voie. Rappelez-moi, vous avez combien de femmes dans votre entreprise? Alors, on dira que les hommes sont en minorité. Aujourd'hui, on a juste un homme. Nous sommes sur 4 collaborateurs. On a un homme. Et justement, voilà, on est dans cette... alors, ce n'est pas une démarche. Ce n'est pas volontaire. Ce n'était pas volontaire. Mais le résultat est là, c'est qu'on est une agence à 70% féminine. Madame Svenou, dans vos classes, c'est pareil, les filles sont majoritaires ou c'est équilibré? Alors, je vais commencer en disant que au lycée Bainbridge, donc on a 3 sections de techniciens supérieurs. On a la section JPME, gestion de la petite et moyenne entreprise. On a la section comptabilité-gestion, CG, et on a le BTS SEO. Et il est vrai que le BTS SEO est le moins bien fréquenté par des filles, parce que, par exemple, cette année, sur un effectif de 40 étudiants, on n'a qu'une seule fille. Une seule fille? Une seule fille. Comment expliquer ça? Je pense qu'on en parlait un peu avec Madame Dorsil sur le fait que au niveau on essaie de mettre des choses en place pour faire connaître la filière, pour vulgariser un peu le monde de l'informatique, ne pas se faire sortir des stéréotypes qui conduisent aux filles à penser que l'informatique est uniquement dédiée aux hommes. Donc je pense que c'est tous ces principes qui restent ancrés certainement dans la tête des filles. Mais vous-même, comme si tu étais étudiante, comment était l'équité à ce niveau-là? Alors, l'équité... Mais on était plus nombreuses. On était plus nombreuses. Ah bon, on était plus nombreuses? Oui, on était plus nombreuses. On était peut-être 6 filles, 6 ou 7 filles. Et on était... voilà. Mais après, même après, lorsque j'ai continué, on était encore moins nombreuses. Donc, voilà. Ah bon, ça s'est réduit? Ça s'est réduit. Bon, alors, juste un dernier mot avant de redonner la parole à Magali. Il faudrait peut-être dire quelque chose aux parents qui nous regardent en ce moment. Oui, c'est aussi le but de cette démarche-là et de ma venue, de dire à tous ceux qui accompagnent les jeunes filles, les personnels, les encadrants, les parents, les journalistes, de faire passer le message aux jeunes filles, de dédramatiser le monde de l'informatique. Ce n'est pas un métier uniquement dédié aux hommes.
il y a une place à prendre, il n'y a pas de honte à parler d'opportunité ou de prendre sa place ou au niveau de l'informatique. Donc c'est vraiment l'accompagnement, l'écoute et puis assumer ses choix au niveau professionnel. D'autant plus que, comme disait tout à l'heure Madame Dorcy, c'est devenu incontournable. La dématérialisation fait qu'aujourd'hui, tout le monde doit avoir accès à l'informatique, Magali. Mais justement, selon un rapport du World Economic Forum, seulement 22% des professionnels de l'informatique dans l'IA sont des femmes et seulement 12% de femmes. Vous utilisez l'IA dans votre domaine d'activité. Expliquez-moi ça. Parce que, bon, vous voyez, là, il y a trois femmes informaticiennes. Oui. Et c'est vrai que, on va dire, dans l'image aujourd'hui qu'a une personne, lorsqu'on lui parle de programmeur en intelligence artificielle, c'est de la programmation majoritairement, en tout cas, pour créer le projet, on voit un homme derrière son ordinateur. On ne voit pas forcément une femme qui est en train de programmer. Je dirais même mieux, il y a un terme, on dit un webmaster. Et on voit un geek. On ne dit jamais de webmastrice, ni de webmaster. C'est masculin. C'est totalement masculin. Et Florence, qu'est-ce que vous auriez à dire à ce niveau-là, puisque vous faites de l'automatisation, j'ai vu dans votre société Tandem Office, de l'automatisation aussi passée par la programmation avant tout. Qu'est-ce que vous auriez à dire aux filles aujourd'hui à ce niveau ? Je pense que pour répondre à la première question qui était quelle en est la cause, je pense que c'est une question aussi de représentativité. Comme on ne met pas beaucoup, et parce qu'il n'y en a pas beaucoup, ça crée un peu un cercle vicieux. On ne voit pas beaucoup de femmes et les jeunes filles ne se sentent pas concernées et ensuite elles ne vont pas dans ces filières-là. Du coup, j'ai oublié la deuxième question. Non, la question c'est c'est-à-dire que même si c'est une question de représentativité, aujourd'hui vous êtes à l'aise dans ce que vous faites. On est complètement à l'aise. Sur la partie programmation, alors il y a beaucoup de femmes aussi en Guadeloupe. Je pense à Maïsa Simour, je pense à Sophie Lubin qui sont très actives sur cette volonté de démocratiser et de rendre visibles les femmes dans l'informatique. Je pense simplement qu'il en faut plus. Je pense qu'il faut plus d'actions et qu'il faut plus d'actions comme celle de 100 000 entrepreneurs justement qui vont dans les collèges, dans les lycées, montrer aux jeunes qu'il y a, déjà leur permettre de s'ouvrir sur ces filières-là et aussi leur montrer qu'il y a des femmes qui sont dans ces filières-là et qui s'épanouissent et qui justement... et qui restent femmes. Et qui reste femme. Reste femme, peu importe. On n'est pas dans la tendance sexuelle, pas du tout. On peut dire qu'elles restent femmes. Peut-être qu'elles ont peur de perdre leur féminité lorsqu'elles se disent voilà, je suis derrière un ordinateur. Ah bon ? Mais c'est pas du tout ça. Moi, j'ai eu ces espèces d'a priori en disant oui, mais bon. C'est pour les garçons, c'est complètement masculin. Justement, en parlant d'informatique et d'automatisation, aujourd'hui, Tandem Office, justement, propose ce type de... Donnez-moi des exemples concrets, si on peut parler comme ça, d'automatisation. Qu'est-ce qu'on entend par tâche chronophage dans une entreprise Aujourd'hui, il y a beaucoup de choses qui se font dans les entreprises qui sont historiques, notamment l'impression des documents papier, l'archivage de ces documents papier, qui constituent aujourd'hui des tâches chronophages, c'est-à-dire des tâches qui demandent du temps. Elles demandent du temps parce qu'elles font partie intégrante du travail, on doit le faire, mais elles deviennent des tâches chronophages parce que c'est des tâches qui deviennent tout d'un coup automatisables. Et nous, dans le cadre de notre organisation, on va un peu étudier ces process-là, voir quelles sont ces tâches chronophages que l'entreprise doit faire dans le cadre de ses activités et quelles sont ces tâches-là qui peuvent être automatisées. Je pense à la réservation, je pense à des inscriptions, je pense à tout un tas de choses, notamment dans les établissements scolaires. Lorsque vous devez inscrire votre enfant à l'école, vous devez remplir tout un tas de documents. Typiquement, ce genre de tâches sont devenues des tâches chronophages parce qu'elles sont automatisables. Et donc, l'idée, c'est de justement permettre aux parents de compléter une fiche en ligne et permettre à l'établissement de recevoir tout le détail de la fiche d'inscription de l'enfant, par exemple. Tout en respectant la loi sur la protection des données. Évidemment, tout en respectant ça, tout en respectant le RGPD et tout en mettant derrière des process de sécurisation de l'information sous des clouds souverains, en respectant le RGPD, etc., etc.
Alors, Gilda Spino, quels sont les métiers qui sont offerts aux gens dans votre formation après le BTS? Elles peuvent aller par exemple, chez Madame Dorsil, par exemple, ou bien entrer dans une entreprise. Qu'est-ce que ça permet aux jeunes femmes ou aux jeunes qui sont formés aujourd'hui? Alors, à la sortie de notre BTS, c'est vrai qu'on a au vu des deux options, on a plus une orientation développement et réseau, mais les métiers qui développement d'applications, donc programmation, site internet, programmation d'applications mobiles par exemple. Mais il est vrai que la plupart de nos étudiants s'orientent vers des métiers qui touchent des enjeux au niveau national comme régional, à savoir des métiers liés à la cybersécurité. Donc dans un premier temps, on en a besoin. Voilà. Surtout en ce moment. Voilà, et dans l'orientation, ça c'est plus dans l'orientation système et réseau. Et pour l'orientation développement d'applications, c'est vrai qu'on est plus dans des métiers qui touchent au développement, à la création d'applications mobiles avec une forte, un fort lien avec tout ce qui est intelligence artificielle. Et depuis quelques années, effectivement, certains de nos étudiants vont faire des formations pour se spécialiser en automatisation et en no-code. D'accord. Bien. On a pratiquement terminé. C'est juste à dire que si on laisse l'intelligence artificielle se développer... On aura une émission là-dessus. C'est promis, Magali. Je sais, elle est une grande spécialiste de l'IA. On va en parler. Alors, je ne suis pas féministe, je tiens à le dire. Non, je n'ai pas dit ça. Hommes et femmes, il faut un équilibre. Absolument. Mais très rapidement, il est 53. On revient rapidement à l'actu avec Iman News. Deuxième sujet. Oui, deuxième sujet. En fait, la ville de Petit-Bourg accueille le ministre des Sports cubain dans le cadre d'un échange de coopération mené par le CREPS. En fait, la ville de Petit-Bourg accueille aujourd'hui ce ministre ainsi qu'une délégation et qui va recevoir du matériel d'escrime de seconde main en parfait état pour des escrimeurs cubains. On voit un reportage de Désir Boucaud. Cet après-midi, nous sommes là avec fierté, avec bonheur, rassemblés ici avec quelques élus et bien entendu d'autres amis de Cuba qui sont là, des collaborateurs qui sont là. C'était important pour nous de nous retrouver, d'accueillir le ministre des Sports de Cuba, le ministre des Sports de Cuba. C'est à la fois un honneur pour nous, mais une fierté parce que nous participons cet après-midi vraiment à une œuvre de solidarité envers Cuba. Bonsoir, je vais vous exprimer que je suis très content de cet accueil qu'ils m'ont offert. Et très bien accueilli et on est vraiment, on se sent très bon, très bien parce que avec beaucoup de sincérité, beaucoup d'amour et ça vraiment donne envie de continuer et de faire cet interchange au Cuba-Guadeloupe. Nous étions engagés à être aux côtés de Cuba pour pouvoir permettre le développement du sport aussi chez eux, même si Cuba est une grande nation du sport, mais Cuba est aussi un territoire qui est sous-équipé en matière de matériel et aussi de structure. Donc nous avons voulu mettre à leur disposition du matériel de seconde main d'une valeur de 10 000 €, à la fois des fleurets qui ont été ceux d'une grande championne olympique Anita Blaz, mais aussi du matériel déjà utilisé du palais Laura Flessel, mais que nous avons remplacé. Nous sommes donc très heureux de pouvoir mettre ça à leur disposition. Voilà, fin de la première séquence. On se retrouve avec la suite. Ce sera avec Yasmine Anslad et Vanessa Rounel. On aura le temps de les présenter. À tout de suite. Voilà, nous sommes venus sur le plateau du ZCL News dans cette émission spéciale pour la Journée des droits internationale des droits de la femme. Et on n'a que des femmes aujourd'hui, c'est évident. Et les deux derniers arrivés, Yasmine Anslad et Vanessa Rounel, bonjour. Bonjour. Et je laisse Magali les présenter.
Bonjour mesdames. Alors on a aujourd'hui madame Yasmine, on a au deuxième plateau Yasmine Anslad, directrice business développement pour SMO Solar Process. C'est bien ça. Et on a Vanessa Ronel, cofondatrice de l'agence de Choker Studio. Tout à fait. Ah, j'ai bien prononcé. C'est comme ça, c'est Choker Studio. Mais oui, il ne faut pas choquer dans le mot. Hein. Exactement, il faut pas choquer. Voilà. Alors, on va d'abord laisser Madame Anslad se présenter aussi le secteur d'activité dans lequel elle travaille. Très bien, bonjour à tous. Donc, je suis Yasmine Anslad. Je suis née, j'ai grandi en Guadeloupe avant de faire mes études de commerce en France et aux États-Unis, mes premières armes aussi là-bas. Et puis, je suis rentrée en Guadeloupe il y a maintenant quelques années. Et je m'occupe du développement commercial de SMO Solar Process, donc une technologie inventée par un brillant scientifique guadeloupéen et qui permet de donner de la valeur aux déchets et aux résidus végétaux. Et donc en Guadeloupe, par exemple, on va utiliser de la sargasse pour en faire un charbon actif qui va décontaminer les sols de la chlordécone. Et on va non, mais c'est vrai, ça, c'est vrai. C'est absolument vrai. Oui. Il y a eu la restitution de l'appel à projet Sargassum la semaine dernière où les travaux ont été présentés par les différentes équipes qui avaient été lauréates de cet appel à projet. Donc on est vraiment sur un projet concret et de valeur. C'est pas un fantôme, d'accord. Non, on y est. Et on va également produire de l'hydrogène vert, donc qui va remplacer des cas d'usage du diesel, mais sans émettre de CO2 dans l'atmosphère. Et donc on va lutter contre le réchauffement climatique. Donc c'est un enjeu un peu essentiel pour notre survie. Voilà. Vanessa. Wow. Non mais waouh, vraiment, yes. Bonjour à tous, donc en fait je m'appelle Vanessa Ronel, je suis la cofondatrice de l'agence de communication Choker Studio. C'est une agence qui a été créée en 2018 avec mes deux associés, donc Yannick Maillard, réalisateur, pro du web tout comme moi, qui est très connu pour Karata, la Casa del Macrel, etc. Ainsi que Guillaume Arissi, qui est photographe, connu sous le nom d'Happyman Photographie. Tout est parti d'une simple blague où on avait l'habitude de travailler ensemble, se retrouver sur des projets. On a décidé de monter une entreprise ensemble. Ça fait maintenant, j'ai arrêté de compter les années, mais on est dans les 6 ans maintenant. C'est une activité qu'on a développée petit à petit. Et effectivement, je suis née en France et je suis à retour au pays maintenant depuis plus de 10 ans. En Guadeloupe et je suis très contente d'être rentrée. Très bien, Madame Yasmine Anslad. Comment avez-vous débuté dans le secteur de l'énergie, de l'énergie renouvelable, en fait de la recherche, surtout parce que pour moi, si vous parlez de sargasse, c'est que c'est nouveau. Alors, on ne travaille pas qu'avec la sargasse. Hein. La sargasse, c'est juste un événement heureux pour nous. Voilà, donc en fait, comme je disais tout à l'heure, SMO Solar Process, c'est une technologie qui répond à plusieurs aspects du développement durable en même temps. Et c'est ce qui m'a donné envie d'amplifier le message et d'aller chercher des partenaires qui partagent cette envie d'avoir l'impact le plus large possible pour lutter contre le réchauffement climatique. Alors, on agit en même temps sur les déchets. Donc vous avez des déchets, leur stockage a des conséquences sur l'environnement, leur traitement coûte cher. Nous, ça nous intéresse, on sait quoi en faire. Pour l'énergie, vous êtes dépendant d'importation, votre énergie est polluante, elle vous coûte cher. Nous, on sait la fabriquer localement et sans émettre de CO2 dans l'atmosphère. Pour le développement local, vous cherchez à retenir ou à attirer des profils localement. Nous, on crée de l'emploi puisqu'on produit localement, mais en plus, on va soutenir des filiales en amont pour la collecte des déchets, sargasses ou autres, et en aval si des gens voulaient transformer ou distribuer nos produits. Donc, on est aussi dans tous ces éléments. Et on fait tout ça, comme je disais tout à l'heure, sans émettre de CO2 dans l'atmosphère et même en capturant du CO2 et en proposant des produits qui sont moins chers que ceux qui sont fabriqués classiquement. Donc, quand j'ai compris que je pouvais transmettre, faire passer ce message à d'autres, le chemin était tout tracé pour moi avec cette entreprise. Parce que c'était une cause juste, on dira. Exactement. Une petite question quand même, Yasmina. Oui. Comment on se sert du numérique et du digital dans votre entreprise? Alors, le numérique, le digital, c'est devenu tellement évident dans nos fonctionnements quotidiens qu'on s'en rend presque plus compte. Mais notre technologie, par exemple, est autonome en énergie en utilisant l'énergie solaire thermique, donc les rayonnements solaires.
Et donc on utilise de l'intelligence artificielle pour optimiser la captation du soleil sur nos miroirs, par exemple. Et puis bien sûr, tous les processus classiques de gestion, etc. sont automatisés, bien sûr. Etc. Bien sûr. D'accord. Madame Vanessa Ronel, l'industrie de la communication, du marketing digital, comment elle peut encourager davantage les femmes à occuper des postes de direction, comme toi, et à contribuer à l'innovation dans ce domaine? Pour moi, le métier de la communication est un métier qui était déjà féminin. Enfin, depuis que j'ai été à l'école, effectivement, c'est un métier où il y a des femmes. C'est un métier de relationnel. C'est un métier qui demande beaucoup d'avoir des soft skills. Donc, c'est-à-dire, ce ne sont pas forcément les compétences qu'on apprend à l'école, mais ce sont des compétences qu'on développe. Et j'apprends chaque jour, je tiens à le dire, c'est que c'est un métier où j'apprends tous les jours et où aujourd'hui, peu importe le métier, pour moi, il faut montrer que des femmes sont capables de le faire. Et elles vont le faire. C'est prouvé dans les études qu'aujourd'hui, on a besoin en tant que femme de rôle modèle pour pouvoir se dire qu'on peut y arriver. Donc, pour moi, la priorité, effectivement, c'est de montrer que d'autres femmes y arrivent. J'ai déjà rencontré aussi des confrères, des femmes qui font le même métier que moi, qui ont des agences comme moi, et qui m'expliquent que c'est difficile de pouvoir acquérir de la crédibilité. Donc ça aussi, c'est là où aussi il faut être visible. Et c'est ça que je dirais pendant toute la journée aujourd'hui, c'est les femmes doivent être visibles. On n'a pas à quémander, il faut qu'on puisse être visible, il faut qu'on puisse s'exprimer, il faut prendre la parole, il faut agir. Quand on paye un produit, on investit en fait. Donc je vous dirais que pour mon métier qui est le marketing digital, les réseaux sociaux sont là pour ça. Donc n'hésitez pas à prendre la parole, n'hésitez pas à vous former sur le métier. On a aussi la chance aujourd'hui de pouvoir se former en ligne. Il y a énormément de formations qui existent, il y a énormément de formateurs. Il y a l'intelligence artificielle, donc vraiment, moi, je dirais qu'il faut vraiment avoir une routine et faire des formations régulièrement. Moi, mes équipes et moi-même, on fait des formations, même si c'est court, même si c'est 30 minutes, 1 heure, mais sur tous les nouveaux outils qui existent. Si je devais donner mon budget outils que nous utilisons pour nous et pour nos clients aujourd'hui pour gagner en productivité, en efficacité, c'est un budget conséquent, effectivement, mais ça permet vraiment d'avancer. Et je tiens à dire qu'on fait rapidement sur l'intelligence artificielle. L'intelligence artificielle, en tout cas pour nos métiers, ne fait pas tout. C'est une aide, mais ça ne va jamais remplacer, en tout cas aujourd'hui, un être humain avec son expérience et ses connaissances. Autant que je me souvienne, Vanessa, avant même Joker, il y avait déjà un job avec du commerce en ligne. Tout à fait. Effectivement, avant de lancer Joker Studio, j'avais créé Segundo Piso, donc qui était vraiment un site avant-gardiste en 2017-2018, on n'avait même pas encore la 4G, qui était leader sur l'industrie du maillot de bain haut de gamme et sur lequel j'avais créé un site internet où j'avais mis en place aussi des outils qui étaient un peu innovants à l'époque, comme le paiement plusieurs fois, comme pouvoir la gestion des retours, parce qu'on avait des vraies problématiques autour du e-commerce à l'époque. Et effectivement, c'était innovant à cet instant T et ça m'a permis en même temps vraiment de développer cette activité, d'être dans le bain des startups, de l'innovation, de se rendre compte de tous les défis auxquels on doit faire face. Et c'est vrai qu'effectivement, quand on est une femme et qu'on est dans l'industrie de l'innovation, alors déjà que quand on est entrepreneur, on est une femme, bon voilà, mais quand vous êtes dans l'innovation et que vous devez convaincre souvent un public qui est principalement masculin du bien fondé et de l'innovation et de ce que ça peut apporter, il faut avoir les reins solides. Et effectivement, il faut vraiment pousser les femmes à s'intéresser à ce secteur d'activité, leur dire qu'elles peuvent le faire, qu'elles ne sont pas obligées d'avoir forcément les diplômes, etc., etc. Elles ont la possibilité de se former en ligne, elles ont la possibilité de créer leur propre idée aussi, de voir ce qui se passe ailleurs et de pouvoir proposer des solutions qui sont adaptées à nos territoires. C'est vrai. Et c'est vrai que, alors il y a un rapport de l'IRINA qui existe et qui dit que dans le secteur des énergies renouvelables, je m'adresse à Yasmine, il y a 11 millions d'emplois dans le monde, mais seulement 32% d'emplois sont pour les femmes. Comment expliquer ça ? Alors déjà, on gère le poids de l'histoire, ça c'est une réalité, mais je pense que la photo est importante, mais la dynamique est importante aussi. Et je pense que de plus en plus, des femmes participent à ces projets, ces activités, se font voir, se font entendre. Personnellement, je fais partie d'un groupe qui s'appelle Women in Green Hydrogen, donc les femmes dans l'hydrogène vert. Donc c'est un groupement
international. Et donc, ce sont des groupes qui font maintenant partie, animent des tables rondes, des événements dans tous les grands salons. Donc, voilà, ça se fait. On part d'une situation qui nous était, où on avait beaucoup de portes fermées, et on va dans le sens de ne pas avoir de limite à nos souhaits et nos projets professionnels. Sur le marché du recrutement du travail ici, est-ce que tu as la possibilité de recruter des femmes plus facilement que des hommes? Alors, je me pose pas encore cette question sur plus facilement des femmes et des hommes, puisqu'on est plus sur des sujets de profil, mais l'équipe, ne serait-ce que l'équipe dans laquelle j'évolue, j'ai commencé par travailler au sein d'une cellule de développement commercial avec 2 autres jeunes femmes, toutes les 2 docteurs en sciences. Donc moi j'étais le côté commercial et elles étaient les scientifiques, et on a travaillé en très bonne intelligence et en étant très complémentaires. Donc je n'ai pas encore connu ces limites par rapport à l'activité dans laquelle je suis engagée aujourd'hui sur la participation de femmes au projet, puisque nous sommes quasiment à égalité avec les hommes. Magali ? Alors justement, vous avez parlé de groupement de femmes parce qu'il faut des modèles. Il faut des modèles. Vanessa aussi, vous l'avez dit tout à l'heure. Alors, quels sont les modèles que vous inspirez, vous, dans votre parcours professionnel ou même personnel, Je dirais qu'aujourd'hui, en 2024, on a la chance de... Aujourd'hui, je me reconnais dans beaucoup de femmes. Des femmes d'hier, d'aujourd'hui, et je trouve ça extrêmement positif. Alors oui, il y a tous les modèles un peu internationaux, parce qu'effectivement j'ai vécu un peu en hexagone arrivé ici, mais que ce soit une Oprah Winfrey, que ce soit une Christiane Taubira, que ce soit une Gisèle Pineau, que ce soit une Marie Scondé, que ce soit un personnage fictif comme Cookie Lyon dans Empire ou Olivia Pope dans Scandale, ou ces actrices comme Viola Davis qui imposent tellement et qui apprennent en fait aussi aux femmes à s'imposer ce leadership et à utiliser aussi nos atouts de femmes qui ne sont pas juste physiques, justement pour avancer et ne pas perdre le nord. Et souvent je me dis, il y a des choses que je vois, que ce soit sur les réseaux sociaux, sur le web, et en fait pour moi c'est comme si j'avais un shoot de masterclass à chaque fois que je vois ces femmes, parce que quand je vois les combats qu'elles ont menés ou qu'elles mènent, je me dis mais Vanessa, ce que tu vis c'est facile à côté, c'est pas grave, c'est vrai. Tu vas gérer. Je vais donner un exemple parce que c'est une amie qui m'en a parlé. Il faut vraiment que je regarde ce reportage. L'ancienne directrice du FMI, qui aujourd'hui siège à l'Europe, et qui expliquait que c'était une des femmes les plus puissantes au monde, quand même. Au FMI, vous êtes numéro 3, numéro 4, s'il se passe un truc dans le monde, c'est vous qu'on appelle. Et elle expliquait que jusqu'à aujourd'hui, il faut qu'elle fasse ses preuves. Donc, et qu'elle est obligée de tout en faire des stratégies, de tirer des ficelles, etc., de prendre sur elle quand elle entend des réflexions de la part des hommes, alors que c'est une des femmes les plus puissantes au monde. Donc, pour moi, c'est un exemple dans le sens où ça fait partie du quotidien. Il va falloir... Et ça me semble aussi un peu sain parce que ça pousse aussi chacun à chercher plus loin au fond de soi, à toujours se battre, à aller de l'avant et à montrer qu'on a sa place en fait. Aujourd'hui, c'est ça la question, c'est homme ou femme, on a notre place. Mais dans l'audiovisuel, quand même, les femmes commencent quand même à percer. Bien sûr, j'ai envie de parler pas derrière la caméra, mais devant, bon, il y a les actrices, mais derrière, il y a de plus en plus de réalisatrices. Bien sûr, il y a de plus en plus de réalisatrices. On voit aussi les prix, les Césars, etc., qu'on valorise aussi les femmes. Le dernier succès mondial, Barbie, c'était réalisé par une femme. Oui. L'actrice principale aussi, qui est aujourd'hui maintenant l'actrice la mieux payée au monde. J'ai envie de parler, par exemple, aussi de Priscilla Delaney pour le Festival Nouveau Regard, de Barbara Olivier-Zandronis pour le documentaire Le temps des surettes est fini. Donc aujourd'hui, les portes sont ouvertes, il faut y aller. Oui. Il faut prendre sa place. En fait, il faut s'inspirer. Il faut s'inspirer de ces personnes, de ces jeunes, de ces femmes, pour pouvoir justement se dire yes I can. Et même dans la politique d'ailleurs. Et dans la politique. C'est ce que j'allais dire, c'est que c'est pas. Effectivement, on parle des grandes femmes et des femmes qu'on voit à la télé, etc. Mais moi, je me sens inspirée en fait par Yasmine. Je me sens inspirée en fait par Magali. Oui. Parce que ce qu'elles font, elles y croient à fond, elles le font à fond et elles ont de l'impact dans ce qu'elles font. Absolument. Donc il n'y a même pas besoin de chercher loin. Oui. Même dans mon voisinage, j'ai 2-3 amis. Voilà. Yasmine ?
Oui. Au niveau des énergies renouvelables, est-ce que les femmes commencent à prendre le pouvoir? Alors moi, j'ai en tête une image extrêmement claire. On a été invité à la COP 26 à Glasgow par le New York Times en 2021. Et donc il y avait une série de tables rondes. Et il y a eu une table ronde qui était un peu mystérieuse, annoncée à la dernière minute. Et c'était un peu les Avengers. Et donc il y avait une table ronde avec, elle devait être 8 ou 9 jeunes femmes, activistes du climat, donc œuvrant pour une justice climatique en Asie, en Amérique du Sud, en Europe, en Afrique. Donc c'est les Greta Thunberg, les Vanessa Nakate, les Malala Yousafzai, enfin vraiment des jeunes femmes d'une petite vingtaine d'années, et qui ont chacune des millions de followers sur leurs réseaux sociaux, qui sont à la tête de manifestations pour dire au monde « il faut que ça change ». Et moi, je trouve ça, enfin, j'étais vraiment très impressionnée par cette énergie, par leur capacité à mobiliser. Et je me dis que, voilà, cette génération va réussir à pousser des murs. Et peut-être que le fait que les femmes traditionnellement étaient plus à même d'exprimer leurs émotions face à des enjeux comme le réchauffement climatique où on a du mal encore à comprendre les tenants et aboutissants, qu'est-ce qu'on fait, quelles sont les conséquences, qu'est-ce qui se passe, elles arrivent à toucher une fibre émotionnelle qui pousse à l'action. Et moi, franchement, je dis chapeau et allez-y, les nouvelles générations. Alors, oui, j'allais dire à Vanessa, juste un petit mot, les influenceuses, ce sont plutôt des femmes? Oui, principalement. Mais justement, en fait, j'allais rebondir un peu sur cette notion d'influence parce que, effectivement, c'est tout à l'heure, elle en a parlé aussi, Yasmine, c'est comment on peut faire bouger les choses, c'est les réseaux, donc peu importe professionnels, etc. Ça, voilà. Devenir aussi vraiment que ce soit un leader d'opinion ou créateur de contenu qui soit influent. Je pense que c'est vraiment et puis on revient toujours à la même notion. Oui, c'est visibilité, notoriété. Et là, ensuite, on peut passer à autre chose. Et crédibilité, légitimité. Voilà. Alors, j'ai quand même une question, Madame Yasmine Ancel, concernant la filière. La filière ou la filière. Quel type d'études est-ce vers lesquelles il faut se tourner? J'ai entendu parler d'ingénieurs tout à l'heure. Alors, en fait, toutes les entreprises ont besoin d'une palette de compétences. Là, dans notre cas, donc on est une entreprise de haute technologie. Donc, bien sûr, on a des scientifiques. Donc, on a des docteurs en sciences dans divers domaines, donc qui ont fait des écoles d'ingénieurs ou des doctorats à la fac. Donc, voilà. Rien que dans l'équipe là de mémoire, je pense en particulier à 4 de mes collègues qui ont passé brillamment leur thèse sur différents sujets qui contribuent à faire vivre ces technologies. Moi, je viens d'un environnement plutôt commerce, puisque j'ai fait des études de commerce, et c'est important d'avoir la science et de résoudre des sujets techniques, mais si on ne sait pas en parler et si on ne sait pas trouver où le positionner sur le marché, avec qui, on n'a pas toutes les cordes à son arc. Donc voilà, il faut de tout. Et je pense que l'important, c'est de faire quelque chose qui peut devenir une passion, enfin, où on est nourri de l'intérieur par l'envie de contribuer à un projet, parce que quand il y a des périodes moins faciles, d'avoir une motivation intérieure et des convictions, ça aide. Mais voilà, toutes les voies sont ouvertes parce qu'on a besoin de tout le monde, des hommes, des femmes, parce que chacun arrive avec un bagage différent. Et c'est cette ouverture à la diversité d'expériences, de vécu et de points de vue qui donne une richesse à ce qu'on peut produire. Est-ce que vous avez un dernier mot pour une jeune fille qui veut se lancer on a parlé d'influenceuses ou alors de formation en ligne. On a besoin de tous les cerveaux et tous les types de cerveaux nécessaires, mais particulièrement en matière de marketing digital. C'est surtout, moi, j'aurais aimé qu'on insiste vraiment sur la formation. Parce que on ne se lance pas non plus à l'improviste, on n'improvise pas, il faut vraiment... Alors, donc, effectivement, je serais tentée de vous dire... Faites une école de commerce ou de communication, licence, master, etc. Après, aucun parcours n'est complètement simple. Moi, personnellement, initialement, je voulais être avocate parce que j'étais fan de droit et que finalement, j'ai fait un BTS en gestion d'entreprise et c'est le droit qui m'a permis d'avoir mon BTS parce que j'ai eu une note incroyable en droit. Ensuite,
j'ai fait une licence, je suis rentrée dans une école de mode et de luxe dans la filière marketing communication et j'ai fait la licence puis le master management du luxe, de la mode et des arts de vivre. J'ai travaillé principalement sur des postes de communication et de marketing pour des entreprises, principalement du groupe LVMH, que ce soit en vin et spiritueux ou cosmétiques, après d'autres entreprises comme Baccarat, Clarins, Chanel. Et il y a eu la crise des subprimes, donc je me suis réorientée sur du grande distribution, Nestlé, Peugeot, Citroën, etc. Et j'ai décidé de rentrer en Guadeloupe pour faire de la communication et du marketing. J'ai beaucoup appris sur place parce qu'effectivement j'avais une expérience qui était purement française et j'ai appris en intégrant une agence de com digitale ici, qui a pignon sur rue, à comprendre le marché ici. Donc la première chose que je vous dirais, c'est que quand vous préparez votre diplôme en communication, faites vos stages. Moi, je plaide pour l'alternance. Pour moi, on devrait faire de l'alternance durant toutes ces études. Il n'y a pas mieux pour apprendre. Et travaille dans des agences ou chez des annonceurs, donc dans des entreprises où vraiment vous serez au contact de professionnels de la communication et de marketing qui vont vous expliquer comment fonctionne la communication, parce qu'on ne fait pas de la communication ici comme on en fait ailleurs. On n'a pas les mêmes utilisations, les mêmes usages. Et ce n'est pas tout de suite se dire je vais faire influenceuse, je me mets en maillot de bain 5 fois par jour, je poste 5 photos et c'est bon, ça marche. Je ne vais pas vous dire le contraire. Vous allez avoir des gens qui vous suivent. Mais est-ce que ces personnes vont vous suivre pour les bonnes raisons? Non. Oui. Donc la réalité, c'est que formez-vous au métier, apprenez les usages. Aujourd'hui, il y a plein de formations pour apprendre à faire une vidéo face caméra avec un bon iPhone 15 Pro Max. Enfin voilà, il y a les outils. C'est beaucoup plus accessible qu'il y a 10-15 ans. Donc raison de plus pour se donner un peu plus de mal. Et surtout, entourez-vous, faites-vous accompagner, formez-vous. Et c'est avec l'expérience qu'on apprend. Et c'est le conseil que nous fournissons aujourd'hui à nos clients, c'est parce qu'on a eu une expérience avant. Ouais. Et ça a un prix, bien entendu. Et ça a un prix, bien entendu. Mais pour revenir sur la question des femmes, effectivement, je dirais tout simplement que moi, dans mon quotidien, quand je vois des femmes qui entreprennent, si je peux passer par elles, je vais passer par elles. Très bien. Ouais. Et en local. Et en local, bien sûr. C'est une chose, et de se dire que on a le pouvoir, quand on achète un produit, quand on achète un service, on a un pouvoir de pouvoir privilégier certains business. C'est une forme d'investissement. N'hésitez pas aussi à partager les personnes ou les femmes que vous voyez qui travaillent, qui font des choses extraordinaires. Ouais. Voilà. J'aime à dire, autant que vous partagez des scandales, etc., ou des stars internationales, les Rihanna, voilà, etc., sur les réseaux sociaux, partagez aussi ce que les femmes font local, hommes et femmes, hein, les business locaux, partagez avant tout, de partager Rihanna, qui de toute façon, ça lui fera 1 euro de plus dans son porte-monnaie, et vous ne récolterez rien d'autre. C'est ça. Mais Yasmine, le métier de commercial, c'est un métier de femme ou c'est un métier qui s'est masculinisé? Parce que je vois beaucoup de femmes commerciales. Alors, je n'ai pas en tête un côté genré sur le métier de commercial. Hein. Je pense que c'est avant tout il faut avoir envie d'être au contact, de comprendre ce que veut l'autre, ce que fait l'autre, comment est-ce qu'on peut apporter quelque chose de complémentaire, apporter des réponses. Donc, j'ai envie de dire, il y a beaucoup de questions que je ne me suis pas posées en grandissant et dans ma carrière professionnelle. J'étais plus concentrée sur m'approprier des compétences, suivre mes passions. Et si je peux partager une phrase une citation que j'aime beaucoup, c'est une citation de Mark Twain qui est « Ils ne savaient pas que c'était impossible, alors ils l'ont fait ». Donc voilà, parfois on fait ce qu'on a envie de faire, oui. Et puis tant que personne ne vous arrête, on continue. Et puis c'est tout. Oui. Et le reste, voilà. Sur ces mots, c'était la deuxième partie. Femmes entrepreneurs et dirigeantes dans la communication et les secteurs innovants. On a un dernier sujet à lancer? Non, on n'a pas de sujet. On n'a plus de sujet, on a tout vu. Bon, on vous remercie en tout cas d'être venu. Et puis c'était seulement, je le dis, hein, il faut que je le redise pour vous, c'est l'initiative de Magali qui a voulu cette journée de la femme ne pas faire un truc traditionnel. Et on est entré dans un domaine que vous connaissez et qu'elle connaît bien. C'est une spécialiste. Voilà. Deuxième pause et on se retrouve tout à l'heure pour le dernier plateau avec Madame Noram Desgrasses, chef de projet de transformation numérique et digitale, et Madame Romuald qui est DGA de l'insertion au conseil départemental. À tout de suite.
Voilà, on revient sur le dernier plateau de ce ZCL News spécial Journée internationale des droits de la femme. On parle du digital depuis ce matin. Avant de donner la parole à nos deux dernières invitées, je vais les saluer. Madame Romuald, bonjour. Bonjour. Vous êtes DGA au conseil départemental et nous avons avec nous Madame Noram de Glace, elle est chef de projet transformation numérique et digitale. Bonjour. Bonjour. Juste avant, il y a une femme qui sera en concert le 13 au Ciné-Théâtre du Lamentin. J'ai 5 invitations à faire gagner. Rapidement, le numéro de téléphone va s'afficher tout à l'heure. Si vous me dites quelle est l'origine de cette personne, Valérie Tribord, elle est de quel pays? De Martinique, de Guyane ou du Suriname? Vous répondez et après, vous laissez votre numéro et vous gagnez une invitation pour son concert. Elle sera avec Jean-Michel Rotin, à ne pas rater, si elle sera au Ciné-Théâtre du Lamentin. Voilà, Magali. Alors, on est sur le 3e plateau de cette journée internationale des droits de la femme. Oui. Et nous recevons aujourd'hui, tu l'as dit tout à l'heure, Madame Noram de Glace, chef de projet de la transformation numérique et digitale au conseil départemental, et une collègue à elle, Madame Catherine Romuald, directrice générale adjointe à l'insertion au conseil départemental. On va commencer, bien entendu, par Madame Noram de Glace. Madame de Glace, est-ce que vous pouvez nous expliquer en quoi consiste le rôle de la transformation numérique digitale au sein du conseil départemental et comment vos projets contribuent-ils à l'accompagnement des agents? Alors, il est clair que nous avons entamé une transformation digitale depuis pas mal de temps au conseil départemental qui s'est accélérée ces derniers temps. Donc, notamment par le fait d'avoir remporté un appel à projet France Relance qui nous a permis de lancer notamment le portail des aides du département afin de dématérialiser les procédures. Cependant, ce portail s'est accompagné également de projets en interne. Je pense notamment à la démat du courrier, donc le fait que les courriers puissent circuler plus facilement dans les services. La DSI, par exemple, a mis en place également un centre pour répondre plus rapidement aux demandes des agents, dans le but toujours d'accélérer les processus pour mieux répondre aux administrés. L'idée aussi est de fournir un environnement aux agents leur permettant de bien comprendre les enjeux et de bien comprendre les évolutions qui sont en cours. En gros, l'agent, il a une réclamation à faire, il n'a plus à se déplacer au service informatique pour demander, il passe par un logiciel qui permet de faire une réclamation. Alors, par exemple, ils n'avaient déjà pas à se déplacer quand même, mais justement, avoir la possibilité, la traçabilité de la demande, c'est-à-dire déposer sur un centre de service et pouvoir savoir où en est sa demande, ça permet aussi d'avoir un traitement plus fin et de pouvoir, à partir de statistiques, remonter les informations et les dysfonctionnements. Pareil, par rapport au projet de démat, l'idée est d'accompagner les agents à prendre possession de la plateforme de dématérialisation, mais aussi de communiquer en interne pour que tous les agents de la collectivité sachent vers où on va et dans quel... Donc cette formation, il n'y a pas de réfractaires, vous savez qu'il y a des gens qui sont réfractaires aux nouvelles technologies, réfractaires au côté de dématérialisation et qui préfèrent justement, avec le papier, aller faire une réclamation. Alors, comment c'est perçu? Pour l'instant, en interne, pour les agents que j'ai pu recevoir, en tout cas rencontrer, il y a plutôt un accueil positif. Enfin, en même temps, tout le monde a conscience des enjeux par rapport à la digitalisation et je pense que tout le monde veut aller vers ça. Néanmoins, il y a quand même pour chaque agent un souci du service fourni et du service qui sera fourni après aux usagers. Le souci de toujours à la fois digitaliser, mais également de toujours rester en contact des populations qu'on rencontre. Donc les agents en fait sont soucieux aussi, surtout de ça en fait, d'être assurés qu'on ne va pas faire du full numérique et oublier les populations qui n'y ont pas accès. Alors, est-ce que ça signifie qu'au niveau du conseil départemental, la digitalisation a avancé depuis le Covid? Oui. Beaucoup? Oui. Beaucoup, c'est en cours. On a, alors, à la fois en interne, d'ailleurs, on a eu la création en janvier d'une commission transformation et modernisation, donc une commission interne de travail pour avancer sur ces points. Et nous avons des projets qui sont menés en interne pour justement favoriser la digitalisation. Et pareil, à l'externe, le Covid a montré l'importance de dématérialiser les procédures. Donc, nous sommes en train de mettre en
en place ces dispositifs avec le souci de réduire les délais de traitement. Non, en fait, je vous posais la question parce que tout à l'heure, on avait un professeur de numérique, enfin l'informatique numérique au lycée, qui disait qu'il y avait plus de garçons que de filles dans sa formation. Bon, alors, j'imagine que la moyenne d'âge du conseil départemental n'est pas de 25 ans quand même. Alors, est-ce que les femmes un petit peu plus âgées se mettent plus facilement au numérique? Pour ceux que j'ai pu rencontrer, oui. Enfin, on n'a pas de, en tout cas en interne, non, pas de barrière de l'âge. Ce qui va être important, c'est l'accompagnement, et on essaye de développer ces projets vraiment en co-construction, donc avoir des démarches agiles pour qu'on passe par des ateliers Vie ma vie pour réellement comprendre la vie de chaque agent et réellement tenir compte de leurs besoins. On a des allers-retours très fréquents, ce qui permet en fait de lever certaines réticences. Très bien. Et Madame Romuald, vous êtes à l'insertion. Comment vous arrivez à utiliser le numérique pour l'insertion? Parce que quelquefois, on a des gens qui ne sont pas formés aussi. Oui, alors il y a des gens qui ne sont pas formés. Nora m'a évoqué tout à l'heure le plan France Relance. Nous avions effectivement répondu à l'appel à projet pour avoir des conseillers numériques. Et le maître mot, en fait, c'est vraiment l'accompagnement. Donc, nous avons recruté 5 conseillers numériques, enfin 8 conseillers numériques en tout au conseil départemental, 5 qui sont spécifiquement affectés à l'accompagnement de nos publics bénéficiaires du RSA. Et donc, le rôle de ce conseiller numérique, c'est d'être aux côtés de ces personnes pour favoriser l'inclusion numérique. Et qu'est-ce qu'on met là-dedans, qu'est-ce qu'on met derrière? C'est accompagner donc ces bénéficiaires du RSA à faire leur démarche en ligne, à créer par exemple une adresse mail, à consulter leurs droits soit sur l'espace France Travail, soit sur l'espace CAF, les comptes en ligne, voilà, tout ce que nous faisons en tout cas avec ces conseillers numériques, c'est mettre en place des ateliers pratiques où on reçoit soit en individuel, soit en collectif ces bénéficiaires et vraiment assurer une montée en compétences. On a évoqué il n'y a pas très longtemps les chiffres de l'illettrisme en Guadeloupe, mais ces chiffres de l'illettrisme, il faut savoir qu'on les double aussi par les chiffres de l'électronisme. Et donc notre mission aujourd'hui, avec ces conseillers numériques, c'est bien de faire une montée en compétences de ces publics sur l'utilisation du digital, et d'autant plus que la collectivité est en train de se transformer numériquement, donc il ne faut pas qu'il soit... Après, elle se transforme, la collectivité? Bien sûr, la société. Non, j'ai entendu ça. Alors, justement, en parlant d'électronisme, effectivement, nous avons 17% de personnes atteintes d'électronisme. Selon les chiffres de 1999, on n'a pas les derniers chiffres, mais justement, au niveau des femmes. Parce qu'on a aussi aujourd'hui, vous avez une plateforme qui s'appelle DOB 97.1. Tout à l'heure, nous allons voir la vidéo qui montre un peu quel est le rôle du conseil départemental et quel rôle joue cette plateforme. Vous avez des femmes qui sont en famille monoparentale le plus souvent, qui se retrouvent bénéficiaires du RSA. Est-ce qu'elles sont mieux dirigées, plus prises en compte au niveau de vos démarches au niveau du conseil départemental? Alors Magali, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on a principalement des femmes en fait bénéficiaires du RSA aujourd'hui. Donc c'est vrai que naturellement, dans l'ensemble des dispositifs, on va les retrouver plus nombreuses et mieux représentées dans ces dispositifs. Pour revenir à la plateforme Job 1, en fait, cette plateforme permet de mettre en relation une entreprise avec un bénéficiaire du RSA. Et aujourd'hui, pour permettre aux bénéficiaires de s'approprier l'utilisation de cette plateforme, nous mettons en place ce que nous appelons des BICA Jobs. Donc les BICA Jobs, ce sont des ateliers qui se déroule dans les communes une fois par mois. Donc on tourne en fait dans les communes de Guadeloupe, plus près de la population. Plus près de la population. Donc on pratique ce qu'on appelle les démarches d'aller vers. Et dans ces ateliers, dans ces BICA Jobs, mais nos conseillers numériques sont présents et on va accompagner le bénéficiaire à remplir un CV en ligne, par exemple, de façon à ce qu'il puisse être tout de suite matché avec une offre qui serait disponible. Donc l'appropriation de la plateforme, elle ne se fait pas tout seul, elle se fait avec un accompagnement. Très bien, très bien. Est-ce que vous voulez qu'on puisse visualiser la vidéo justement que vous... Oui, on va regarder cette vidéo. C'est parti. Voilà. Qui accompagne vos dires. Nous sommes ici au niveau de la salle des fêtes de la Désirade dans le cadre des journées de l'insertion
Ces journées ont été organisées par le conseil départemental, notamment le pôle Sud Grande Terre, en partenariat avec divers services que sont la CAF, l'ADI, le pôle emploi. Il y a aussi la cellule Job 971 du conseil départemental qui est présente. Parce que nous avons une mission de service public, nous sommes au service des bénéficiaires du RSA et à la Désirade, nous avons souhaité donc apporter toute l'information dont les bénéficiaires ont besoin pour leur faciliter leur démarche de retour à l'emploi. Nous proposons donc des aides qui doivent leur permettre de lever les freins, les obstacles au retour à l'emploi. Ça passe par la formation, ça passe par la création d'entreprises, ça passe aussi par l'emploi direct. Et notamment, vous avez entendu parler des clauses sociales du marché public. Tout ça concourt de façon que nous puissions diminuer significativement le nombre de bénéficiaires du RSA par l'emploi direct. Aujourd'hui, ça a été, je dirais, quelque chose qui a été très réussi, puisque nous avons eu beaucoup de personnes. Les Désirades se sont déplacés en masse, puisque tout simplement, puisque c'est une demande de la population, et de pouvoir, et je dis souvent, ramener tous ces services à la population, c'est également supprimer le côté insulaire, puisqu'on ne peut pas tout le temps demander à la population de venir en Guadeloupe, de se déplacer. J'ai trouvé que c'était une très bonne initiative pour le territoire, puisque les Désiradiens, et surtout les territoires isolés comme la Désirade, ne bénéficient pas forcément des accompagnements, donc c'est très bien, c'est une bonne initiative. Et je ne savais pas comment faire, et là, maintenant, je sais. Alors j'ai bien fait de venir ce matin, je suis très contente, et j'ai eu plein d'informations que je ne savais pas. J'ai pu avoir différents éléments pour me permettre de poursuivre ma formation, en fait. Si ça se reproduit, j'inviterai des gens à venir parce que ça aide bien, ça ouvre des portes. Et nous avons la perspective de mettre en place des permanences, des différents services, que ce soit la caisse d'allocation familiale, le pôle emploi, la caisse générale de sécurité sociale, la cellule Job 971 et encore bien d'autres, toujours en lien avec les services du conseil départemental et ceux de la municipalité de la Désirade. Dans les autres îles, Marie-Galante, terre de haut, terre de bas? On est passé à Marie-Galante déjà. Les Saintes, c'est programmé. L'idée, c'est vraiment de conduire ces démarches-là de façon répétitive, puisqu'on a des bénéficiaires du RSA qui sortent du dispositif, mais on en a d'autres qui entrent. Donc l'idée, c'est de toucher tout le monde. On est désormais l'agglomération Basse-Terre a été sélectionnée par rapport au RSA sous condition. Et justement, cet aller vers est d'autant plus important pour ces personnes, puisque on a bien vu au niveau du reportage la personne qui disait « je ne savais pas comment faire et maintenant je sais ». Elle en parlera à d'autres personnes, mais je pense que ça va être dans les perspectives 2024, c'est peut-être accentuer la communication sur ces différents BICA Jobs, c'est ça? Oui. Les BICA Jobs dans les différentes villes. Madame Degla, au niveau justement, on va en parler tout à l'heure, Madame Romuald, Madame Degla, au niveau des principaux axes, quels principaux axes vous souhaitez mettre en avant en 2024 concernant la transition du département numérique? Alors, je pense que la volonté principale, et ça va être l'axe majeur, est de réduire les délais. Toujours répondre plus rapidement aux demandes qui nous sont faites. Et ça va être notre fil directeur, en tout cas pour cette année 2024. Par la suite, il y a également, comme vous le disiez, un besoin de plus communiquer, de mieux communiquer, à la fois vis-à-vis du public, mais également se situer comme animateur au niveau du territoire et de constituer un maillage avec les partenaires, un maillage qui existe déjà, mais le renforcer pour que chacun puisse se faire le relais de l'information et qu'on puisse pareil, nous faire remonter les difficultés qui sont rencontrées. Puisque l'intérêt, c'est bien sûr que ce soit à double sens, que ce ne soit pas que d'un côté descendant, mais aussi qu'on parte de l'expérience terrain pour pouvoir améliorer nos dispositifs. Très bien. J'avais demandé à Mme Romuald, est-ce qu'au niveau des gens, des bénéficiaires du RSA, il y a des difficultés au niveau numérique? Est-ce que vous rencontrez souvent des difficultés à ce niveau-là? Parce que les gens pensent quelquefois qu'il suffit d'avoir un Instagram et un Facebook et puis tout est réglé. Non, justement, vous avez raison de le souligner. Beaucoup ont un téléphone portable, ils sont quasiment tous équipés, mais ils n'utilisent pas vraiment les fonctionnalités qu'on peut avoir avec les applications, notamment qui peuvent leur faciliter la vie. Donc le but justement des ateliers numériques que nous mettons en place, et on va avancer parce que pour 2024, vous savez, on a été sélectionné aussi pour conduire
dans le cadre du volet inclusion du plan France Relance, donc un accompagnement renforcé sur le territoire, vous l'avez évoqué tout à l'heure Magali, mais c'est beaucoup plus large que ça, et nous avons une feuille de route qui a été construite autour de 5 grands enjeux, et ce que nous entendons faire véritablement, c'est de mailler le territoire, d'identifier tous les acteurs du territoire qui peuvent accompagner ces publics-là, donc nos bénéficiaires du RSA, mais aussi les demandeurs d'emploi plus largement. Une fois qu'on a identifié ces personnes, d'avoir une cartographie pour qu'à partir du moment où on accompagne quelqu'un, où est-ce qu'on va orienter cette personne, rendre des lieux accessibles. Donc, nous, on parlera peut-être de nos tiers-lieux tout à l'heure, mais on aimerait utiliser les tiers-lieux qui sont conventionnés avec le conseil départemental pour être des espaces d'apprentissage et des espaces de levée de l'inclusion numérique. Et puis, surtout, qu'on ait une coordination. On aura très bientôt un coordonnateur des conseillers numériques qui sera basé au conseil départemental pour coordonner l'action de la 50aine de conseillers numériques qu'il y a sur le territoire et rendre leur action au plus près du territoire effectif. C'est-à-dire qu'on veut voir ces conseillers numériques au service de la population. Donc voilà, dans ce qui arrive là, il va y avoir quand même beaucoup de choses visibles. Vous savez que dans les communes se développent les maisons France Service. Est-ce que justement vous vous appuyez sur ces tiers-lieux justement pour pouvoir être au plus proche de la population, mais faire en sorte aussi que les mairies relaient votre action dans leur quartier, effectivement. Donc, Madame Degla, à chaque fois je me trompe, vous avez parlé tout à l'heure d'aller plus vite. Aujourd'hui, un délai moyen pour un traitement de dossier, il serait de quoi? Le but en tout cas, c'est d'apporter une première réponse. Alors pas forcément, puisque les délais sont aussi fonction des obligations administratives. Donc donner un délai indépendamment d'un dispositif, ce serait difficile à faire. Néanmoins, le but, c'est que l'administré puisse recevoir une première réponse avant 30 jours. Pas forcément une réponse sur l'instruction, mais en tout cas être assuré sur la prise en compte de sa demande. Et vraiment qu'on aille en ce sens de plus en plus. Ok, ça c'est très important. Et les élus auront bien entendu aussi un relais où ils pourront dire que lorsqu'ils ont un point d'entrée, justement pour dire voilà, le dossier de cette personne est de moins de 30 jours. Alors justement, la plateforme des aides dont on parlait précédemment a été co-construite avec les élus. Donc les élus ont à un moment donné fait ressortir leurs besoins et les élus ont accès en fonction de leur domaine de compétences au suivi des dossiers et pourront eux aussi se faire le relais à la fois des dépôts mais aussi des demandes qui sont faites. Alors moi j'ai envie de vous poser toutes les deux une question. Depuis la pandémie, est-ce que le travail en présentiel a perdu de son influence par rapport au travail en visio? Je pense qu'on est en train de trouver un bon équilibre. On rationalise peut-être davantage l'utilisation de la visio au profit du présentiel. Mais je pense que... à mon sens, on fait peut-être plus de visio pour des réunions très spécifiques, mais en fait, on trouve un bon équilibre entre les deux, il me semble. Madame Oumia. Moi, je pense qu'on joue la complémentarité et quand on est sur des questions très opérationnelles et on connaît l'état de la mobilité sur le territoire, donc le travail multipartenarial est facilité par la visioconférence. Par contre, les réunions stratégiques, il vaut mieux se voir en présentiel, je crois. Tout compte faire? Oui. Bien sûr. Et puis, comme je dis, l'idée c'est d'accompagner, en tout cas pour ce qui concerne les projets sur lesquels je suis, où on est sur de la transformation, c'est important de se rencontrer en fait. Pour rassurer déjà, c'est important de savoir à qui on parle et qui on a comme interlocuteur. Donc il est clair qu'on va favoriser quand il le faut le présentiel et à partir de certains temps sur des réunions de travail, la visio. Madame Oumuat, si vous avez aujourd'hui une femme qui est bénéficiaire du RSA aujourd'hui et qui ne s'est pas rapprochée du département, qu'est-ce que vous aurez à lui dire aujourd'hui? Mais tout dépend de ce qu'elle attend. Parce que si elle cherche un emploi. Si elle cherche un emploi, si elle a un projet, alors évidemment, nos antennes locales d'insertion situées dans les 5 communes, que sont Basse-Terre, Sainte-Rose, Grand-Camp, Mornalo, oui, et le Gosier, sont ouvertes pour recevoir les bénéficiaires du RSA, de même que les agences France Travail aujourd'hui. Normalement, Magali, chaque bénéficiaire du RSA
doit savoir qui est son référent unique, puisque chacun, dans le cadre de l'orientation, a un référent unique qui lui est attribué. Donc, les portes de nos services sont ouvertes pour accueillir ces personnes. Et ce qu'il faut dire aujourd'hui, c'est que l'arrivée de France Travail doit permettre de renforcer ce travail multipartenarial pour accueillir tous les bénéficiaires du RSA. On a une obligation de le faire. Ils étaient déjà là, ils ont juste changé de nom, mais maintenant, effectivement, c'est peut-être une autre perspective. C'est ça, c'est-à-dire que Pôle emploi existait, et d'ailleurs, dans le cadre du service public de l'insertion et de l'emploi, nous avions déjà un consortium de constituer. Donc, France Travail est la continuité de la démarche, mais on a là une obligation renforcée de l'accompagnement de ces bénéficiaires du RSA. Et du maillage, je sais. Et du maillage. J'ai envie de poser une question à Magali et qui vous concerne. La semaine dernière, nous avons parlé beaucoup de cybersécurité et on a affaire à des gens qui sont RSA, qui ne sont pas suffisamment informés de ces dangers. Qu'est-ce qu'on peut leur dire ? Mais c'est pour ça que l'accompagnement est important. C'est pour ça que ces ateliers numériques qui leur sont proposés, quand on les fait venir, c'est pas pour les embêter, c'est aussi pour les sensibiliser, les former, et surtout aux questions de... Alors, vous savez, je vais raconter une petite anecdote. Quand on a lancé le service public de l'insertion et de l'emploi, il y avait un SMS qui était adressé donc aux bénéficiaires, voilà. Et quand ils recevaient le SMS, ils ont cru que c'était un piratage. Un fake. Voilà. Et beaucoup n'ont pas... Alors, réagi. Il y a eu deux réactions. Vous avez... Les standards ont été inondés parce que les gens ont reçu ce SMS. Ils ont appelé en disant, mais qu'est-ce que c'est que ça ? Est-ce que c'est vraiment le conseil départemental qui nous sollicite ? Donc, ça a été l'occasion de leur expliquer. Mais en même temps, il y en a qui n'ont pas répondu parce qu'ils ont cru que c'était un fake. Voilà, c'est assez délicat parce qu'il y a effectivement des SMS qui sont très bien faits en matière de fake et qui peuvent d'ailleurs venir de vous, mais pas venir de vous en réalité. J'ai envie de revenir vers toi-même, Magali. Il y a quelques semaines, tu étais en France pour ta commune. Oui, tout à fait. On était en France pour un prix. Le prix de Ville Internet, c'est-à-dire le développement justement du numérique inclusif, du service à la personne et surtout la dématérialisation des services au niveau de la ville des Abîmes. Et on a reçu 5 arrobas, ce qui est le meilleur. Ça veut dire que les Abîmes sont au-dessus du lot ? On n'est pas au-dessus de l'eau, on est en même temps que BMAO. Je vais parler un peu de la communauté d'agglomération de Cap Excellence au niveau des services en numérique. Donc on ne parle pas essentiellement de développement de la fibre, puisque les personnes pensent que c'est le développement de la fibre. Non, c'est pas, puisque c'est départemental le développement de la fibre. C'est plus le service à la personne, le site internet, les maisons France Service qu'on a mis sur le territoire, les conseillers numériques aussi, et puis surtout les ateliers que l'on met en place pour former la population. Et le dernier point, et j'invite toutes les collectivités à y aller, c'est le recyclage de nos matériels qu'on n'utilise plus. Je suis sûre qu'à le conseil départemental, il y a les écrans qui ne sont plus utilisés, et puis on les remet en état grâce à l'association ACDIL qui est agréée pour récupérer ce type de matériel, formater si ce n'est pas déjà fait au niveau de la collectivité, et les mettre à disposition de la population à moindre coût. Et je pense qu'en Guadeloupe, il y a beaucoup, plutôt que de jeter, de donner à l'association ACDIL et pour faire bénéficier, par exemple, à une personne en recherche d'emploi et qui pourrait avoir un ordinateur chez elle et qui ne serait pas obligée, sans être négatif, à aller dans les maisons France Service, mais plutôt à se dire, voilà, je peux faire moi-même, après la formation, justement. Pour réagir sur ce que vous dites, Magali, il y a aussi, on encouragera aussi la création de structures d'insertion autour du recyclage, parce que dans une structure d'insertion aujourd'hui, quand vous faites ce recyclage, en même temps, vous formez au métier qui sont derrière ce secteur d'éco-développement et de recyclage. Qui recrutent énormément. On parlait d'énergie verte, on parlait de... Je pose la question aux 4 femmes qui sont là. Iman depuis Iman. Est-ce que le digital a changé quelque chose dans votre façon de travailler, dans votre vie quotidienne, etc. Je pense que c'est un incontournable maintenant, le digital, et encore plus l'intelligence artificielle. Je trouve que c'est un levier extraordinaire si on l'utilise bien. Mais c'est un véritable outil en fait de performance et d'efficacité. Enfin, pour moi en tout cas. Donc oui. Madame Desglas ? Oui, forcément. Alors, c'est clair que l'intelligence artificielle... Reportez-vous il y a 20 ans, par exemple. Il y a 20 ans.
D'accord. Alors, il y a 20 ans, oui, alors c'est sûr que, ne serait-ce qu'il y a 4-5 ans, avec l'arrivée de l'IA qui s'est vraiment démocratisée, forcément, on arrive maintenant à faire des choses plus vite, mais les enjeux aussi sont beaucoup plus grands. Parce que si l'IA est quelque chose d'assez intéressant d'un point de vue technique, d'un point de vue sociétal, il y a certains dangers qu'il faut mettre en avant. L'importance de l'e-parentalité aussi. Enfin, donc du coup, je dirais que forcément, d'un point de vue personnel, mon travail a évolué et forcément facilité, mais d'un autre point de vue, la société doit faire davantage attention aux orientations qu'elle va prendre. Alors c'est sûr que le numérique a transformé nos vies en quelque part. Il y a beaucoup de choses qu'on fait plus facilement, plus naturellement. Ça a rapproché aussi les générations, puisque certains de nos compatriotes ne vivent pas en Guadeloupe, vivent à l'extérieur. Et donc ça a permis de peut-être maintenir un lien intergénérationnel, et ça c'est pas négligeable. Par contre, je rejoins Noram sur la question de l'e-parentalité. On a de vrais enjeux ici. On a donné le téléphone portable aux jeunes, mais on n'a pas forcément donné le mode d'emploi aux parents. Oui, c'est ça. C'est vrai. C'est vrai. C'est vrai, ce sont les dangers d'Internet. Oui. Encore une autre thématique concernant la prochaine chronique de Numéramac. Non, tu vois, j'ai une convertie. Moi, le numérique, pour moi, je dis mon portable, c'est un prolongement de ma main. Oui. Est-ce que tu peux passer une journée sans portable? Non, c'est pas possible. C'est pas possible? En tout cas, j'ai jamais essayé. Madame de Ignace, vous pouvez passer une journée sans portable? Oui. Oui. Je ne vois pas pourquoi j'essaierais. Iman. Non, je pense. Non, c'est incroyable ça. Vous ne pouvez pas passer une journée sans portable? J'ai jamais essayé. C'est vrai que je n'ai jamais essayé, c'est vrai. Il y avait une journée sans portable il y a quelques semaines de ça. Oui, mais je n'ai pas entendu parler de ça. Oui. Donc, non, je dirais que c'est vrai, mais c'est par rapport aux bénéficiaires du RSA et même aux personnes qui travaillent aujourd'hui, l'intelligence artificielle a cette capacité d'aller très très vite. Et ça aussi, ça fait peur, puisqu'il y a certains métiers qui vont disparaître. Aux États-Unis, c'est déjà le cas. Ici, on a de la chance d'être protégé par le code du travail, etc. C'est pas le cas aux États-Unis, mais c'est vrai qu'il faut faire attention à ça. Mais dans tous les cas, il faut prendre part. Voilà. Et pour moi, il faut prendre part. Il ne faut pas juste laisser regarder en se disant ça ne me concerne pas parce que justement on rate le train, on rate le virage. Donc toutes les entreprises, moi je le dis, entreprises comme particuliers, prenez part aux changements numériques, aux changements digitaux, et surtout n'hésitez pas à aller sur les sites des institutions comme le conseil départemental. Connectez-vous pour savoir quand est-ce que les actions ont lieu pour pouvoir avancer aussi dans vos vies personnelles, par exemple les personnes bénéficiaires du RSA. Et j'ajoute le mardi, écoutez la chronique Numéramac de Magali. Voilà, c'est terminé pour aujourd'hui. Je vous remercie, mesdames. Alors, depuis le début, on a reçu que des femmes, c'était normal. Amélie Mbaye, une actrice réalisatrice qui présente son film Frontières ce soir à Bémaro à 19h30. On a reçu ensuite Gilda Speno, enseignante en informatique en BTS au lycée Général Bainbridge. Yasmine Anslad, qui est directrice business développement pour SMO, a parlé de son entreprise, ainsi que Vanessa Rounel, qui est cofondatrice de Tucker Studio. Et puis on a terminé avec Noram Desglaces et Catherine Romuald. On a fait on a fait une émission spéciale aussi dans le genre, puisque finalement il n'y a eu que des femmes, mais on n'a pas parlé des problèmes particulièrement féminins, on a parlé des problèmes, de la problématique du digital et du numérique dans la société aujourd'hui. Merci en tout cas d'être venu, merci à toutes celles qui ont participé à cette émission, merci Magali d'avoir eu cette bonne initiative, et puis on te retrouve dans ton Numéramac la semaine prochaine. Je ne sais plus si c'est la semaine prochaine ou la semaine d'après. On te retrouvera de toute manière. On te retrouvera. Merci Iman. Rappelle rapidement les deux titres de l'information quand même. Oui, l'information était courte aujourd'hui. On a parlé de la mise en place du congé menstruel pour les salariés de I Love Mobile. Donc c'est une initiative d'une entreprise, malgré que le Sénat n'a pas validé cette loi en fait de proposition de congé menstruel. Et on a aussi parlé de l'accueil du ministre des Sports cubain à la ville de Petit-Bourg dans le cadre d'une opération d'échange et de coopération où on a eu matériel d'escrime de seconde main qui a été proposé à cette délégation. Voilà, eh bien, je rappelle, si vous n'avez pas encore téléphoné pour recueillir votre invitation pour le festival, non pas le festival, la soirée de Valérie Tribord
et Jean-Michel Rotin, vous avez encore la possibilité. J'ai dit qu'il y avait 5 tickets. Est-ce que tous les 5 tickets ont été distribués? Je ne sais pas encore. Pas encore. Donc faites le numéro que vous voyez affiché. Je vois qu'il va s'afficher. Et dites-nous si Valérie Tribord est guadeloupéenne, elle est martiniquaise ou elle est réunionnaise, par exemple. Et si vous trouvez, c'est facile. Vous avez tout de suite une invitation. Hein? Tout à l'heure, tu as dit surinamienne. Non, j'ai changé là. Oui, j'ai changé. Bon, elle n'est pas surinamienne alors. C'est ça. Elle aurait pu être surinamienne. Elle aurait pu l'être. Bon, voilà, c'est fini pour aujourd'hui. Merci d'être avec nous. C'est le week-end qui commence, Magali. C'est vendredi? Oui, enfin? Oui, bon. Mais enfin le week-end. Voilà. Bye bye. À demain. Voilà, lundi, pardon.